Bonjour à tous, merci d'être venus et bienvenue donc à cette première édition du festival Coup Franc. Je m'appelle Flo Laval, je suis cofondateur de Far West. Far West, c'est donc un média en ligne local qui s'intéresse à ce qui se passe dans le sud-ouest de la France. On travaille sur tous les sujets possibles, en passant de l'environnement à l'écologie, au sport et aux Girondins. On a déjà fait une série sur les Girondins qui s'appelait M6 Food Story. Donc le média est indépendant sur Internet, que sur Internet pour l'instant. Bientôt il y aura une version papier, sur abonnement et sans publicité. Aujourd'hui on va parler football. D'abord, je vais remercier tout le monde. Je vais remercier dans un premier temps Paula qui nous accueille. Je vais remercier les Ultramarines qui nous accompagnent sur le projet et qui nous ont aidés. Mediapart et SoFoot qui nous aident et ont amené de la matière grise aujourd'hui pour discuter. Et Jérôme Garin qui nous aide pour ce live d'une très grande qualité. On le remercie avec Lionel pour nous réaliser ce live vidéo. Donc ça sera, tout ce que vous voyez là est disponible sur Facebook en ce moment même. Voilà. Pour commencer, donc aujourd'hui, Festival Coup Franc, la question qu'on se pose, c'est: le football est-il supportable? Le foot, on adore ça, on kiffe ça depuis toujours. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne. Pour autant, ce sport qu'on aime tant, souvent, il nous le rend très mal. C'est devenu une sorte de monstre bizarre avec toutes les dérives de la société et du système qu'on peut retrouver dans le foot. Évidemment, je parle de triche, d'évasion fiscale, de corruption, tous ces mots qui ne paraîtraient pas dans les valeurs du sport, et on les retrouve aujourd'hui dans le foot. Et pourtant, le foot, on l'aime encore. Donc ça pose des questions surprenantes, ça nous ramène à nos contradictions. Et ça, on a envie d'en parler, parce que souvent, quand on parle de foot dans les médias, on parle de sport, de compétition, mais on ne le pense pas assez, ce sport. On ne le remet pas assez en question, on ne le voit pas assez comme un reflet de la société. Et du coup, Festival Coup Franc, c'est une pierre à l'édifice de ce questionnement. C'est une pierre, une participation pour essayer de se réapproprier comment on doit penser ce sport-là, comment on doit le débattre. Et donc pour ça, on va passer l'après-midi ensemble. Et je vais laisser la parole à Laurent qui va nous expliquer quel est le programme de l'après-midi. Bonjour à tous. Le programme il va se découper en plusieurs temps. Il va y avoir déjà 2 conférences qui vont être faites. La première par Michael Correa sur son ouvrage Une histoire populaire du football, où on va parler du creuset de résistance qu'a été le football à travers le siècle passé et toutes ses formes aujourd'hui qu'il prend dans les tribunes notamment et dans les mouvements de supporters. Ensuite, Yann Philippin de Mediapart a participé à l'enquête sur les Football Leaks qui ont été révélés il y a quelques mois. Il fera donc une deuxième conférence sur ce sujet. Si vous avez des questions, elles seront évidemment les bienvenues au terme de ces 2 prises de parole. Ensuite, il y aura 2 débats. Le premier sur les montages financiers en cours dans le football et sur l'adaptation aux Girondins de Bordeaux et aux changements qui sont produits dans le club ces derniers mois et ces dernières années. On va essayer de tirer avec Mathias Edwards, qui est journaliste pour Far West et à SoFoot, un bilan de la situation 1 an après le rachat des Girondins. Ça sera le premier débat. Il y aura effectivement après une petite discussion sur la question. Et le deuxième débat avec Nicolas Orcade, qui est sociologue, spécialiste des mouvements de supporters, ainsi que Michael Correa et moi-même. On va discuter un petit peu de l'avenir du supporterisme dans un football globalisé et toujours plus capitaliste. Ces débats seront animés par Samia, ici présente, qui est une actrice du football populaire, du football amateur, qui est footballeuse au Coq Rouge et qui présentera tous ces débats. Je te laisse la parole, Samia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Okay. Désolée. Merci d'être là aujourd'hui pour cet événement important qui permet de mettre en avant le football, ses dérives et également toutes les problématiques qu'on peut y rencontrer. Nous allons commencer par la première conférence avec Michael Correa, qui est journaliste indépendant et qui est l'auteur du livre militant que voici, Une histoire populaire du football, qu'il va nous présenter tout de suite. Michael, c'est à toi. Bonjour, j'espère que ça va, vous n'avez pas trop froid. On va essayer de se réchauffer vite fait. Bon, conférence, je vais juste faire une présentation du bouquin, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, et après comme ça on se prend un petit quart d'heure pour discuter, pour échanger. Je regarde un peu l'heure. Ok. Bon, juste le livre, il part d'un constat assez terrible, hein, c'est ce qu'on disait en introduction, qui est celui du foot aujourd'hui. On va dire que le tableau, il est loin d'être reluisant, hein. Qu'on aime ou pas le foot, il y a un constat qui est assez partagé aujourd'hui dans la société, c'est qu'il est vraiment devenu synonyme
on va dire, de culture de masse, d'industrie du divertissement, mais aussi des pires dérives du capitalisme mondialisé, on peut en parler après. Je le dis dès l'intro du bouquin, il n'y a même pas 2 ans, il y avait le responsable marketing du FC Barcelone qui disait ouvertement lors d'une interview qu'au fait il regardait plus ce que faisaient les autres clubs et que leur référent aujourd'hui c'était Walt Disney. Il a dit texto, eux ils ont Mickey Mouse, nous on a Lionel Messi, eux ils ont Disneyland et nous on a le stade du Camp Nou. Si on a réfléchi bien en fait cette espèce d'analogie, ce parallélisme avec Disney, elle est loin d'être anodine. C'est vrai que les stades, en tout cas les grands stades européens, ressemblent de plus en plus à des parcs d'attractions hyper sécurisés, avec, et ça c'est aussi le sujet un peu de la journée de tout à l'heure, avec une vraie stratégie d'éliminer les supporters les plus fervents. Et ça c'est un truc que je rappelle à chaque fois en début de conférence, et dont on débat aussi régulièrement après, c'est qu'aujourd'hui les stades, en tout cas encore une fois en Europe, sont devenus les laboratoires des nouvelles politiques de répression policière, quoi. C'est vraiment là qu'a commencé, c'est un peu travaillé dans le livre aussi, c'est vraiment là qu'a commencé notamment en Angleterre, en Grande-Bretagne, la vidéosurveillance à grande échelle, et les supporters, ça a été un des premiers, sinon le premier groupe social à être fiché à grande échelle, et pour qui on va aussi commencer à établir un arsenal juridique spécial avec des délits spécifiques, quoi. Bon, tout ça, on en parlera après dans le dernier débat. Bon, le but de tout ça, hein, il est clair et net, hein, de la part de l'institution du football. C'est vraiment d'attirer des spectateurs et plus des supporters. Hein. C'est vraiment d'attirer des consommateurs solvables. On peut dire comme ça qu'il y a une gentrification, ou en tout cas une Disneylandisation, on va dire, des stades. Ça se traduit notamment depuis le début des années 90 par une hausse assez effarante du prix des places et des abonnements, hein. En Angleterre, par exemple, l'abonnement moyen en Première Ligue est là environ à 600-700 euros. Ici en France, hein, pour un club comme le PSG au Parc des Princes, les moins chers, en tribune d'Auteuil, on est déjà à 45 euros. À Marseille, au Vélodrome, on a vu une inflation de 120% du prix des places ces 4 dernières années. Bon, tout ça, ça pose déjà une question. Est-ce qu'une famille ou est-ce qu'un jeune qui vient des familles d'un milieu populaire peut souffrir ça? Et qu'est-ce que ça change aussi en termes de composition sociale des tribunes, quoi. Ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'on est vraiment, je crois que c'est Nicolas Orcade d'ailleurs qui dit ça, ou peut-être que je me trompe, c'est qu'on est vraiment dans un scénario à l'américaine où les plus riches, en tout cas les gens qui sont issus des comités d'entreprise, vont aller au stade sagement assis voir ce spectacle-là, et on a les plus pauvres qui vont plutôt regarder le match sur une chaîne de télé à péage, quoi. On peut aussi parler de la pratique du naming, hein, qui généralise, hein, c'est le fait de donner le nom d'une entreprise, d'une marque à une compétition ou à un stade. Bon, ici à Bordeaux, vous avez le Matmut Atlantique, il y a le Groupama Stadium à Lyon, le Vélodrome Orange à Marseille, la Ligue 1 Conforama, la Domino's Ligue 2, etc. Et on est comme ça, bref, dans un univers qui repousse sans cesse, hein, les limites de la marchandisation. Je pense qu'une des dernières limites là une des dernières limites qui a été franchie, un bel exemple pour moi, c'est Manchester City, qui est devenu en fait une franchise internationale, hein, au même titre que McDonald's, qui a maintenant des franchises à New York, et en Australie, à Melbourne, je crois aussi. Bref, le club là, il est plus lié à une ville, à un territoire, à une histoire sociale, mais il va vraiment devenir une marque commerciale, une simple marque commerciale. Pour terminer, on peut parler aussi des valeurs qui sont véhiculées par le football professionnel, hein. Bon, il y a toutes les compétitions qui exacerbent les chauvinismes un peu débiles, il y a les invectives racistes, sexistes, homophobes qui sont fréquentes dans les gradins, dans les clubs, mais aussi dans les fédérations nationales, hein, on l'oublie souvent. Je rappelle quand même en 2011, la FFF, ayant encore pas si longtemps que le PSG, a essayé de mettre en place des quotas ethniques au sein de leur centre de formation pour limiter le nombre de joueurs noirs. Et puis bon, il y a toutes les histoires de corruption. Yann on parlera après très bien. Et je rappelle encore une fois, il y a aussi toute la question de la redistribution des richesses au sein du football. Il y a encore pas très longtemps, on a démontré que par exemple au sein de la FFF, au sein de la 3F, on consacrait deux fois et demi plus d'argent à la rémunération des cadres et des dirigeants de la FFF qu'à l'aide du football amateur, quoi. On pourrait aussi parler, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur toute la bienveillance de la FIFA envers les régimes autoritaires. On l'a encore vu là avec la Russie,
On le voit avec 2022 au Qatar, etc. Bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais malgré ce paysage-là que je vous ai brossé, qui est un peu déprimant, il y a quand même quelque chose d'assez magique avec le football, c'est que voilà, tous les jours, on a des millions de joueurs et de joueuses aussi qui s'adonnent aux joies du ballon rond, et ça que ce soit de façon organisée dans un club ou de façon aussi totalement sauvage dans la rue. Et c'est vrai que si on réfléchit bien, jouer au foot, c'est quasiment aujourd'hui, c'est une expérience qui est quasi universelle au fait. Ça transcende les pays. Aujourd'hui même en Chine, aux États-Unis, le football, ça devient quelque chose d'éminemment populaire. Ça transcende les générations, ça transcende les genres aussi. Selon les derniers chiffres de la FIFA, on estime qu'il y a à peu près 40 millions de footballeuses à travers le monde. Et puis à tout ça, il faut agiter tous les millions de téléspectateurs qui sont fans ou juste passionnés d'un soir, qui vont voir par exemple les compétitions mondiales. Alors pourquoi il y a ce ressort-là populaire? Pourquoi il y a ce truc-là avec le football? Pour moi, il y a deux choses. Il y a le football en tant que pratique et il y a le football en tant que spectacle. En tant que pratique, le ressort vraiment populaire, pour moi, il va vraiment de sa simplicité. En fait, les règles du football, il y en a 17. Elles ont été codifiées en 1863 et en fait, elles n'ont quasiment pas changé depuis cette date-là. Et sa pratique, au fait, pour jouer au foot, il faut très peu de moyens. C'est une pratique pauvre. Il suffit d'un ballon ou un ballon rudimentaire, mais on a tous vu des gamins, on a tous joué avec une pierre ou une balle de tennis ou un truc comme ça, et à un coin de rue, il y a un terrain vague, et on peut déjà jouer au football, quoi. Et on a comme ça une espèce de grammaire élémentaire qui offre énormément de liberté. Ça se voit aussi beaucoup dans le foot de rue, le foot de banlieue. Ça permet une multitude de façons de jouer, à 2 contre 2 ou à 20 contre 20. Et tout ça, ça va faire que le foot est vraiment une pratique qui est appropriable par tous et par toutes. En tant que spectacle, il y a vraiment aussi, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, je pense que ça tire vraiment de la force dramaturgique du football. Il y a des gens qui disent, je suis plutôt d'accord avec eux, que chaque rencontre, déjà, elle respecte. Enfin, il y a Pasolini, ce grand penseur des années 70 de gauche, italien, qui disait le football, c'est le spectacle qui a remplacé le théâtre. C'est vrai qu'il disait que le foot, ça respecte les principes du théâtre classique, en fait. Il y a une unité de lieu, tout se passe sur le terrain, une unité de temps, qui est la durée du match à 90 minutes. Même si on a réfléchi bien, 90 minutes, c'est la durée d'un film. Souvent une bonne mesure de temps pour capter l'attention des personnes. Il y a une unité d'action, c'est-à-dire que tout se passe devant nos yeux, contrairement à, je sais pas moi, une course automobile ou à une course hippique, quoi. Puis c'est aussi un concentré d'émotions. C'est-à-dire pendant un bon match, on va dire, on peut ressentir pas mal de sentiments, quoi. On peut passer rapidement de l'allégresse à la déception, de la peur à l'espoir, du sentiment de rage au sentiment d'injustice. Et puis il y a toute l'incertitude, au fait, qui est vraiment un truc propre au football, où parfois rien n'est joué avant la 90e minute. Cette contradiction entre ces deux foot-là, ce foot qu'on peut appeler le foot business et le foot un peu plus... je suis pas trop fan du terme populaire, on pourra en parler après, mais en tout cas du foot qui s'émancipe de ces logiques marchandes-là. En fait, elle est là depuis les origines même du football. C'est vraiment quelque chose qui est consubstantiel, même au football, quoi. Le foot, il est né au milieu du 19e siècle en Angleterre, qui était alors en pleine révolution industrielle. Et en fait, ça va être le fruit d'une standardisation de jeux populaires de ballon rond qui se pratiquaient en Angleterre dans les campagnes, un peu aussi en Bretagne. Je ne sais pas si vous voyez la Soule, ce que c'est comme jeu. Enfin, des jeux très simples où en gros c'était juste 2 camps. Ça pouvait être 50 personnes contre 100 autres, une paroisse contre une autre. Il fallait juste mettre le ballon de l'autre côté par n'importe quel moyen possible. C'était des jeux assez violents. C'est assez un peu documenté dans le bouquin aussi, où il y avait pas mal... Enfin, les autorités royales ont essayé d'interdire ces jeux-là, mais ils étaient tellement populaires qu'ils ont été difficilement interdits. Et en fait, ces jeux-là, on va les retrouver en Angleterre dans des institutions très particulières, qui sont les écoles privées, ce qu'on appelle les public schools. C'est assez mal nommé, mais en tout cas, c'est les grandes écoles où on va former l'aristocratie britannique, quoi. Dans ces écoles-là, donc au XIXe siècle, les jeunes bourgeois jouent des jeux comme ça populaires de football, hein, qui sont très peu codifiés. Et en fait, les profs vont codifier ce jeu-là pour en faire une arme pédagogique, en fait. Ils vont vraiment utiliser le foot pour discipliner cette jeunesse et pour leur apprendre l'esprit de compétition, l'esprit d'initiative, la combativité, l'obéissance au chef, bref, vraiment des valeurs qui sont essentielles à l'époque pour l'Empire britannique.
qui est alors donc en pleine révolution industrielle et en pleine conquête coloniale, quoi. On a vraiment besoin de former des hommes qui vont partir, enfin des hommes qui vont prendre les rênes du futur empire britannique, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en sortant de ces écoles, donc ces futurs grands patrons d'usines, grands patrons d'industrie, vont vouloir apprendre le foot à leurs ouvriers. Pour le patronat, c'est un moyen d'apprendre aux ouvriers la division du travail. Chacun a son poste sur le terrain, comme chacun a son poste sur l'usine. C'est un moyen d'enseigner le respect de l'autorité aussi. C'est aussi surtout un moyen de contrôler les travailleurs. À l'époque, les ouvriers britanniques, donc on est toujours à la fin du 19e siècle, arrivent à arracher de haute lutte la possibilité de sortir de l'usine le samedi après-midi. Enfin, en gros, d'avoir le samedi de libre et le dimanche de libre. En fait, le patronat a peur que pendant ce temps libre, les ouvriers se syndicalisent. Et du coup, pour eux, le football, c'est plutôt un instrument de contrôle social. Ce qui va se passer, c'est que ça va se retourner contre les patrons. C'est que comme ces ouvriers-là sont issus d'un exode rural, c'est des gens qui viennent des campagnes, qui débarquent dans les grandes villes, les grandes métropoles anglaises, ils ont besoin de se recréer des repères sociaux, de refaire communauté en gros, quoi. Et au fait, très rapidement, le football va servir à ça. Au fait, ça va vraiment servir de terreau à une culture ouvrière, quoi. C'est-à-dire que tous les lundis, on va parler résultats de foot sur les chaînes de montage. On va aller voir au stade le match de son équipe locale, dont souvent le dirigeant est le patron de l'usine et qui emploie aussi des ouvriers footballeurs. On va fêter les victoires ou les défaites, pleurer les défaites au pub. Bref, ça commence vraiment à faire partie de l'identité des ouvriers et vraiment renforcer chez les travailleurs le sentiment de fierté et d'appartenance à un même quartier, à une même communauté, quoi. En gros, ça va alimenter, ça va nourrir le sentiment de classe ouvrière, quoi. Enfin, à construire une conscience de classe. Du coup, le point de départ du bouquin, il est vraiment là, c'est vraiment s'intéresser à cet autre football plus souterrain et que l'institution ne met jamais en avant, quoi. L'institution, elle ne met pas du tout cette histoire-là du football parce que ça ne sert pas du tout ses intérêts, qui est de montrer le foot avant tout comme un produit marchand et comme un espace qui est totalement dépolitisé. C'est vraiment à chaque fois, le foot, c'est en dehors de la politique. Et du coup, le but là, de cette histoire populaire du football, c'était de montrer que c'était toujours un creuset de résistance et aussi un espace d'émancipation. Je ne vais pas vous faire tous les chapitres, il y en a 22, mais je vais juste vous montrer quelques facettes. Comme espace de résistance, déjà, il y a le foot comme, on va dire, langage corporel. Et là, je vais juste vous parler de deux grands gestes du football qui sont la passe et le dribble, deux gestes essentiels quand on joue au foot, mais qui ont déjà une dimension assez sociale et assez politique. Sur la passe, au fait, elle s'est popularisée à une date bien précise, c'est la finale de la Coupe d'Angleterre en 1883. C'est un peu vieux, après je vais vous parler de trucs plus récents, mais comme je vous disais, là, le foot, ça a été inventé par l'aristocratie anglaise, et depuis la création de la Coupe d'Angleterre, donc c'est en 1871, c'est que des clubs bourgeois, que des clubs aristocratiques qui gagnent cette Coupe d'Angleterre. Mais pour cette finale, en 1883, il y a deux équipes qui s'affrontent. Il y a une équipe du sud de l'Angleterre qui sont une équipe d'aristos qui sont issus d'une ancienne public schools. Donc on a le capitaine de l'équipe qui s'appelle Lord Kyneard, qui est un directeur de banque. C'est un mec habillé tout en blanc. Il vient au stade à dos de cheval, en mode un peu chevaleresque. Le gardien de but, c'est un grand avocat londonien qui est député conservateur. Et en face, au fait, on va avoir un tout autre monde. On va avoir une petite équipe ouvrière qui vient du nord de l'Angleterre, qui s'appelle Blackburn Olympic, qui est composée uniquement d'ouvriers, enfin quasiment uniquement d'ouvriers tisserands. Le capitaine, c'est un plombier, c'est juste un plombier par exemple. Leur terrain d'entraînement, c'est un terrain boueux qu'ils louent derrière un pub de leur ville, quoi. Et au fait, durant la finale, il va y avoir deux visions du monde. Les journalistes sont assez fascinés par ça d'ailleurs à l'époque. Il y a deux visions du monde qui vont s'affronter. Il y a les aristocrates qui vont jouer un jeu rude, très viril, très individualiste. Au fait, pour eux, passer la balle, au fait, c'est vraiment un aveu de faiblesse. Au fait, pour eux, ce qui prime, c'est ce côté vraiment chevaleresque propre aux aristocrates. C'est vraiment l'exploit individuel qui va primer pendant l'équipe de football. En face, les ouvriers vont mettre en place une autre pratique, enfin un autre style de jeu qui est vraiment basé sur la passe, au fait. Et pourquoi ? Parce que pour eux, en fait, ce jeu de passe, il retranscrit vraiment la réalité sociale de la working class, au fait, où il faut s'entraider. La passe, elle permet de s'entraider entre coéquipiers.
Et ce jeu-là va vraiment incarner sur le terrain en fait, l'esprit de coopération et de solidarité qui règne à l'époque au sein des usines et au sein des communautés ouvrières, quoi. Donc pour eux, la passe, c'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est au contraire, c'est un acte altruiste au service du collectif, quoi. Et du coup, les ouvriers vont gagner cette finale-là, et ça va vraiment signer la fin de l'hégémonie des clubs aristocratiques sur d'Angleterre. Et tout le monde a commencé à pratiquer le jeu de passe pour dire ils ont réussi à battre ces grands et virils aristocratiques avec ce jeu-là. Donc c'était pour la passe. Deuxième exemple, le dribble. Pourquoi au Brésil, le dribble, c'est un geste aussi essentiel, aussi important dans le football brésilien. Faut savoir que jusque dans les années 20, au Brésil, le foot était réservé qu'aux Blancs. On a une société à l'époque qui est extrêmement raciste au Brésil. Mais les ouvriers, on va commencer à avoir des ouvriers noirs et métis qui vont commencer à jouer au foot, hein, encore une fois via les clubs d'usine. Mais comme, encore une fois, la société brésilienne est extrêmement raciste, pour les joueurs noirs ont très peur en fait, de débarquer pendant les matchs. Les premiers joueurs noirs vont se mettre même de la poudre de riz sur la peau pour apparaître un peu plus blanc. Et il y a aussi tous les défenseurs blancs qui vont vraiment s'en donner à cœur joie sur les attaquants noirs, parce que l'arbitre qui est blanc aussi va pas siffler la faute au fait. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il y a un joueur métis qui s'appelle Arthur Friedenreich. Donc, sa mère était une noire, une afro-brésilienne, et son père était un commerçant allemand, qui un jour, en traversant la rue, il y a une voiture qui fonce sur lui. En fait, il va l'esquiver avec les hanches, quoi. Il va vraiment éviter la bagnole comme ça avec les hanches. Et il va se dire, en fait, la prochaine fois, je vais sur le terrain, qu'il y a un défenseur blanc qui va foncer sur moi, je vais pouvoir reproduire cette esquive-là, le pouvoir dribbler, reproduire cette esquive-là pour éviter cette violence-là, quoi. Et c'est comme ça, c'est ce joueur, à partir de 1924, si je me trompe pas, qui va commencer vraiment à populariser le dribble au sein des joueurs noirs et métis, vraiment comme un art, l'art de l'évitement, quoi, l'art et un certain art de la malice, quoi. On peut comprendre comme ça que dribbler, ça met vraiment, en fait, on va dire, ça met en scène la condition même du colonisé, quoi, qui, pour continuer à jouer, pour continuer à exister sur le terrain comme, in fine, dans la société, il doit d'abord se soustraire à la violence du colon, quoi. Bon, c'était juste pour deux gestes. On pourrait parler de plein d'autres gestes, hein. Il y a la main de Dieu de Maradona, par exemple. C'est aussi un geste dont on pourrait parler des heures sur cet art-là de la tricherie, cette arme du pauvre face au plus fort. Mais pour continuer sur les résistances, là, cette fois-ci, pas sur le terrain, mais plutôt dans les stades, il y a aussi toutes les résistances durant les totalitarismes. Sous Staline, sous Franco, les tribunes, c'est un des rares espaces au fait de liberté, parce que ça permet surtout, avec l'anonymat des foules, d'échapper à la surveillance policière, quoi. Mais un des grands moments où il va y avoir énormément de résistance dans le football, c'est sous le régime hitlérien. On va commencer à avoir des joueurs qui vont vraiment incarner la résistance à l'ordre nazi. Le premier qui est un peu connu, c'est un Autrichien. C'est un Viennois qui était très connu à l'époque. C'est un mec qui s'appelait Matthias Sinlar, qui était un avant-centre, hein. C'est un joueur tout frêle, tout chétif. Son surnom, c'est l'homme de papier, pour dire à quel point il était tout fin, quoi. Ce qui va se passer, c'est en mars 1938, il y a l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, ce qu'on appelle l'Anschluss, hein. Et pour célébrer les retrouvailles entre les deux peuples, et comme Hitler va aussi fusionner l'équipe d'Autriche, qui est une des meilleures d'Europe à l'époque, avec l'équipe allemande, ils veulent faire un match amical, en fait, pour un peu célébrer ces retrouvailles-là. Mais bien évidemment, ce match Allemagne-Autriche, c'est un match qui est totalement arrangé, quoi. C'est un match de propagande. Le match doit se terminer par un 0-0, comme ça, tout le monde, ça incarne un peu l'égalité sportive des deux peuples, quoi. Ce qui va se passer, c'est que jusqu'à la première mi-temps, tout se passe bien, tout se passe comme prévu, il n'y a aucun but qui est marqué. En fait, les Allemands jouent tellement mal que les Autrichiens vont commencer à devoir simuler des maladresses ou à faire un peu des tirs foireux pour cacher leur supériorité technique. À partir d'un moment, il y a ce joueur-là, Matthias Sinlar, un homme de papier qui craque totalement et qui marque un but à la 78e minute. Il va aller jusqu'à provoquer les dignitaires nazis devant leur tribune en dansant devant eux. Quelques minutes après, c'est un autre joueur, un de ses coéquipiers qui s'appelle Karl Selsta, qui a marqué un deuxième but, quoi. Donc c'est une grosse humiliation publique pour les nazis. Et ça d'autant plus que l'homme de papier et Karl Selsta, donc, qui est polonais d'origine, son surnom c'est Le Gros. On a deux personnes qui sont totalement aux antipodes de l'archétype arien, qui
qui font une grosse humiliation aux nazis. Alors tout le monde pense à l'époque que Matthias Sindelar a signé son arrêt de mort, hein, mais en fait il est tellement populaire à l'époque en Europe que les nazis préfèrent le laisser vivant. Ce joueur-là va rentrer après dans la clandestinité parce que sa compagne est juive. Ils vont être traqués et fichés par la police pendant un certain temps. On va tous les deux, lui et sa compagne, les retrouver morts dans leur appartement à Vienne le 23 janvier 1939. Quoi. Encore aujourd'hui, on ne sait pas s'ils sont morts officiellement, ils sont morts d'une intoxication au monoxyde de carbone. Certains parlent de suicide, d'autres d'assassinats perpétrés par la Gestapo. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a quand même 15 000 personnes qui ont descendu dans les rues de Vienne le jour de ces funérailles, alors que toute manifestation était interdite sous le régime nazi, et qu'aujourd'hui, il y a une rue à Vienne qui porte son nom. Ailleurs en Europe, on va se voir aussi se déployer pas mal d'autres pratiques de résistance, de dissidence face à l'occupation allemande. En Norvège, par exemple, on va avoir une énorme campagne de boycott. Par exemple, il y a le plus grand stade du pays à l'époque, le stade Ulvel à Oslo, qui a une capacité de 40 000 personnes. Pendant la Coupe de Norvège de football en 1942, on ne va même pas compter 27 personnes dans le public, en fait. Il y a aussi le président de la fédération de l'époque, qui s'appelle Ashborg Hanvorsen, qui était un football professionnel très populaire à l'époque, qui a été aussi le sélectionneur de l'équipe de Norvège, qui va mettre une grosse humiliation à l'équipe allemande durant les JO de Berlin 1936, qui va pareil refuser de donner l'accès aux tribunes officielles aux dignitaires nazis de l'époque. Ce mec-là va quand même organiser une grande campagne de boycott à partir de la fédération de football norvégienne. Ils vont aussi organiser des matchs clandestins dans les campagnes pour recruter des gens pour la résistance armée. C'est tellement un problème qu'il y a quand même Heinrich Himmler, qui est le chef suprême de la SS, à l'époque, le ministre de l'Intérieur, qui va intervenir en Norvège en 1943 pour calmer le jeu, pour essayer de casser cette campagne de boycott. Et on va voir Halvorsen qui va être malheureusement déporté dans les camps dès août 1943. Autre pays, je terminerai avec la France après, il y a aussi aux Pays-Bas, où il y a une grande communauté juive, notamment à Amsterdam, et pas mal de clubs, notamment le fameux Ajax d'Amsterdam, va vraiment servir le club va fonctionner comme un réseau d'entraide et de solidarité. On a des joueurs très connus à l'époque, comme Jan Wingenberg, qui va rentrer dans le mouvement résistant communiste et qui va commencer à mettre en place une filière de sauvetage d'enfants juifs. En France, pour terminer sur ces résistances face à l'ordre nazi, on va avoir des cadres sportifs, notamment communistes, avec des gens comme Auguste Delaune. On voit pas mal de stades ou de salles sportives qui s'appellent Delaune, qui eux vont créer un réseau de résistance au sein du milieu sportif et footballistique qui s'appelle Sport Libre. On va avoir aussi des gens comme le fameux Guy Moquet qui vont organiser des vraies fausses parties de football, notamment au Bois de Boulogne à Paris pour recruter encore une fois des résistants. Et puis on va avoir aussi pas mal de joueurs professionnels qui vont s'engager dans la résistance. Ici à Bordeaux, donc, on va avoir René Galis, qui était à l'époque milieu de terrain des Girondins, qui va rejoindre dès 1940 les rangs des FFL. À Saint-Ouen, dans la banlieue parisienne, on va avoir Rino Della Negra, qui à l'époque joue au Red Star de Saint-Ouen, et qui dès 1942 va entrer dans la clandestinité. Il va notamment rejoindre le fameux groupe Manoukian, le groupe de l'affiche rouge, les FTP Moy. Et c'est quand même quelqu'un qui va participer à l'exécution d'un grand général nazi, le général von Abt, ou qui va plastiquer le siège du parti fasciste italien à Paris. C'est quelqu'un qui va quand même être fusillé au Mont Valérien à l'âge de 20 ans en 1944. Alors, pour parler un peu plus de présent, je regarde juste depuis combien de temps je parle. Pour parler un peu plus du présent, autre résistance, autre régime autoritaire, c'est les fameux printemps arabes de 2011. Il faut savoir qu'en Afrique du Nord, les stades, les tribunes ont toujours été laissées par le pouvoir comme un exutoire pour la population. C'est vraiment 90 minutes, on autorise le peuple à se défouler contre le régime pour qu'ensuite il rentre à la maison bien reposé. Ce qui va se passer, encore une fois, ça va se retourner contre les régimes autoritaires, dans le sens où il y a la culture ultra qui va débarquer à travers Internet au début des années 2000. Et très rapidement, en fait, cette culture ultra va vraiment structurer, encadrer, organiser cet exutoire que sont les tribunes. On va commencer à avoir de plus en plus de slogans et de chants contestataires contre les régimes en place en Afrique du Nord. L'exemple là que je vais vous parler, c'est en Égypte.
Dès 2007, il y a les Ultras du Al Ahly, qui est le grand club populaire du Caire, qui vont rapidement réunir 5 à 10 000 jeunes chaque week-end dans les tribunes, et ça dans un pays où à l'époque, sous le régime de Moubarak, la liberté d'association et de manifestation n'existe pas, quoi. On va avoir comme ça une jeunesse rebelle et auto-organisée qui vont vraiment faire des tribunes de stade un des rares espaces de liberté en pleine dictature, quoi. Et le problème, le régime va vite s'affoler, ces régimes vont vite s'affoler parce que avec les pratiques propres au mouvement ultra, je pense notamment à l'anonymat, la solidarité entre membres, l'indépendance vis-à-vis du club, l'autofinancement aussi. Le régime de Moubarak ne peut pas contrôler ces groupes, au fait. Ça, au fait. Il peut pas les corrompre par l'argent, ou il ne peut pas les faire surveiller par la police politique, quoi. Donc ils vont vite subir les affres de la répression policière, hein, dans et à la sortie des stades, ce qui va encore rajouter, mettre de l'huile sur le feu, et on va avoir les jeunes ultras égyptiens qui vont encore plus contester le régime. On va avoir comme ça les premiers slogans anti-Moubarak, en fait, qui vont être entendus dans les stades du Caire, quoi. Et on va avoir aussi une surprise, ça le gouvernement, le régime de Moubarak s'y attendait pas du tout, c'est qu'en fait les ultras vont être le premier groupe social à s'auto-défendre, en fait, face à la police. Ils vont commencer à faire des barricades, il va y avoir tout un art de se masquer, de se masquer aussi, de retourner ou d'enlever son maillot pour s'anonymiser dans la foule. Ils vont aussi collectiviser de l'argent pour payer des avocats quand un des leurs est en prison. Et en fait, quand la révolution égyptienne éclate en janvier 2011, en fait, ces ultras, ça fait déjà 5 ans qu'ils subissent une répression policière. Et en fait, ils vont rejoindre le mouvement de façon totalement naturelle, quoi. Et ils vont même rapidement devenir ce qu'on va appeler le bras armé de la révolution égyptienne, notamment en défendant la place Tahrir. La place Tahrir, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une grande place du Caire qui va être occupée par les révolutionnaires égyptiens, quoi. Ils vont surtout être connus à travers un moment clé de la révolution égyptienne, qui est la bataille des chameaux. En fait, le 2 février 2011, Moubarak a tellement peur que pour déloger la place Tahrir, il embauche des hommes de main avec des sabres et des bâtons qui vont à dos de chameaux déloger les manifestants. En fait, c'est vraiment les ultras du Al Ahly et de l'autre club du Caire, hein, le Zamalek, qui va vraiment défendre physiquement la place, quoi. En fait, c'est une bataille qui va être perdue par le régime de Moubarak, une bataille tellement importante que quelques jours après seulement, Moubarak va démissionner de son poste, quoi. On va avoir comme ça les ultras qui vont devenir une vraie figure révolutionnaire en Égypte, car ils ont diffusé au sein du mouvement social leur pratique de autodéfense, hein, ce que je vous racontais, face à la répression policière, tous leurs chants anti-régime et leurs chants et leurs slogans anti-Moubarak, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, je cite, à Tahrir, on se serait plus cru au stade que dans une occupation de place. Et puis il y a aussi tout un truc plus politique, on va dire l'esprit de composition. C'est-à-dire qu'on peut être tous très différents, parce qu'il y a quand même des gens très différents au sein du mouvement social égyptien, mais on peut tous se regrouper derrière un seul objectif qui est la destitution du président. Comme au sein d'une tribune, on peut être tous extrêmement différents, mais on a un objectif commun qui est le soutien indéfectible envers notre club. Pour parler d'autres types, un dernier type de résistance, il y a toutes les résistances face à l'ordre. Faut me faire un signe quand il faut que je passe, sinon moi je peux parler des heures, mais il y a toutes les résistances face à l'ordre marchand et face à l'industrie du football. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il y a aussi une vraie lutte des footballeurs en fait pour se faire reconnaître comme des travailleurs à part entière. C'est un peu choquant aujourd'hui vu les dérives du foot business, mais en 1909 par exemple à Manchester United, il y a eu la première grève des footballeurs qui voulaient être considérés comme des salariés à part entière et qui ont voulu se syndiquer au sein d'une grande centrale syndicale ouvrière, quoi. Il faut savoir qu'avant, et ça jusque dans les années 60, les footballeurs étaient pieds et mains liés à leur club, ils pouvaient être vendus au bon gré du patron du club, quoi. C'est en France, le statut du footballeur comme travailleur à part entière, c'est Raymond Kopa en 1963 qui va vraiment mettre les pieds dans le plat, qui va vraiment participer à cette lutte-là, qui va déclarer à la presse un jour, donc c'est en janvier 63, je cite, les joueurs sont des esclaves car aujourd'hui en plein XXe siècle, le footballeur professionnel est le seul homme à pouvoir être vendu, acheté, sans qu'on lui demande son avis. Ce qui va se passer en 68, on sait tous, il y a eu un mai étudiant, il y a eu un mai ouvrier, mais il y a eu aussi un mai des footballeurs, quoi. Il faut savoir que en mai 68, le 20 mai 68 exactement, le 22 mai 68, pardon, on va avoir une poignée de footballeurs
de l'époque et des journalistes du Miroir du football. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Miroir du football, c'est un journal qui a été créé en 1960, qui a fermé ses portes à la fin des années 70, qui a commencé à faire une vraie critique sociale du football, qui était édité par une maison proche du Parti communiste et qui a toujours milité à l'époque pour un jeu très offensif, très, très collectif, quoi. Bref, on va voir ces journalistes-là et les footballeurs, une soixantaine de personnes en gros, qui le 22 mai 68 vont occuper le siège de la Fédération française de football. Ils vont monter une vraie opération commandant entre guillemets. Donc ils vont l'occuper pendant 5 jours. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont hisser un drapeau rouge. C'est l'époque, hein, ils vont hisser un drapeau rouge sur les fenêtres de la FFF, et notamment une banderole sur laquelle il sera marqué le football aux footballeurs, quoi. Et au fait, pendant 5 jours, ils vont faire de la FFF une vraie agora démocratique, hein. Ça va être la fête aussi, hein, ils vont faire vraiment la fête, ils vont ouvrir les coffres, les frigos de la FFF, mais ils vont aussi surtout rédiger un tract qui va être rédigé par un comité d'action des footballeurs, qui va être distribué aussi dans les manifestations avec pas mal de revendications, dont celle d'un contrat de travail à durée librement déterminé pour les footballeurs et l'élection à la présidence l'élection de la présidence de la FFF. C'est 2 mesures qui vont être obtenues de haute lutte en 1969. Donc ces 2 mesures-là, le fait que les footballeurs aient aujourd'hui un contrat de travail et qu'on puisse élire la présidence de la FFF, elle vient de cette lutte-là, de cette occupation-là en mai 68 de la FFF. Et dernier exemple de résistance, ça on peut en parler aussi, c'est un truc auquel je tiens beaucoup, c'est les coopératives de supporters. C'est pour moi, au même titre qu'il y a de plus en plus de personnes qui aspirent de plus en plus à la démocratie plus horizontale. Ça se voit avec les mouvements type Nuit debout, type Gilets jaunes en ce moment, type l'occupation des places en Espagne en 2011, etc. Type les printemps arabes aussi. Chez les supporters, pour moi, c'est la même chose. Ils aspirent à de plus en plus de démocratie, à avoir de plus en plus voix au chapitre et de ne pas laisser le football aux seules mains des spéculateurs, quoi. En fait, en Angleterre, à la fin des années 90, on en parlera aussi après, face à l'extrême libéralisation du football, on va avoir les supporters en fait, qui vont mettre en place un système d'actionnariat populaire sous forme de coopérative pour acheter une partie, voire la majorité de leur club, quoi. Il y en a même certains qui vont créer leur propre club autogéré. Le plus connu, c'est le FC United, hein, qui a été créé par des fans de Manchester United. Quand en 2005, on a quand même un milliardaire américain qui s'appelait Malcolm Glazer, qui rachète le club et qui en fait pour lui, c'est juste un actif financier lambda, quoi. En fait, pour ces joueurs-là, pour ces supporters-là, pardon, mieux vaut un petit club ancré dans son quartier. On peut se retrouver chaque week-end entre amis et en famille, qu'un stade ultra sécurisé au tarif exorbitant. Bon, ce truc-là des coopératives, ça a quand même, notamment en Angleterre, permis de sauver énormément de petits clubs de 2e, 3e, 4e division qui étaient entraînés dans la spirale de l'endettement qui était imposée par l'industrie du foot. Ce mouvement, l'air de rien, il prend de l'ampleur. Là, j'étais en Espagne la semaine dernière pour rencontrer quelques-uns de ces clubs. Ça devient quelque chose de vraiment structurant en Espagne. En Angleterre, il y a 4 clubs coopératifs qui sont entièrement professionnels. En France, c'est en train d'arriver. Il y a quand même à la Nantaise, donc au FC Nantes, hein, qui ont déjà qui ont déjà près de 7% du montant actuel du capital du FC Nantes, hein. En gros, ils attendent le départ de Valdemar Kita pour monter au capital. À plus petite échelle, on a le FC Rouen où il y a par exemple les supporters qui ont monté une coopérative pour acheter les 60% du club qui allait être complètement qui était en faillite. Là récemment, il y a aussi au AC Bastien une coopérative de supporters qui a été créée pour sauver le club, quoi. Je peux encore parler combien de temps? Encore 10 minutes? Ça va être 10 minutes de questions. 10 minutes? Ouais. Ah, ça va être 10 minutes de questions? Ouais, là, ça va être 10 minutes Bon, de juste questions. pour terminer, du coup, je voulais juste vous parler encore d'un petit truc, mais juste En pour prie, prends 2 terminer, minutes. je termine 5 minutes. Bon, juste ça pour dire que l'histoire, elle est loin d'être figée. Là, je vous parle beaucoup d'histoire. Je voulais parler après d'histoire du football féminin, qui est aussi ultra importante, ou du foot comme émancipation, notamment dans les quartiers populaires. Juste pour dire, oui, l'histoire, elle continue d'être écrite. Rien que cette année, il y a le mouvement social algérien qui est quand même beaucoup venu des tribunes de stade, hein. Le grand chant, le grand hymne des manifestations, chaque vendredi en Algérie, c'est un chant de supporters, c'est un chant de supporters de l'USMA. Il y a le mondial féminin aussi de football cette année, on a vu qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été un espace de débat pour parler de l'égalité salariale
au sein du foot, mais pas que. Et là encore aujourd'hui, il y a quelques jours au Chili aussi, qui est en plein de révolte sociale. On a quand même eu l'équipe nationale du Chili qui a décidé de ne pas disputer le match amical qui est prévu le 19 novembre prochain. Je vais m'arrêter là, ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sûr. Que finalement le football a toujours été incorporé quasiment depuis 30 ans après sa naissance dans le système capitaliste. Et cela se vérifie en France avec Peugeot à Sochaux, avec même aujourd'hui Aulas ou encore les grandes maisons de champagne à Reims. Autre réflexion, lorsque vous parlez en 1936, 37, etc., il y a de nombreux joueurs français qui ont, lors de la Coupe du Monde organisée en France, ont également répondu par des saluts fascistes envers l'équipe italienne, alors qu'il y avait une grande rivalité entre ces deux nations depuis les années 30. Et enfin, lors du mai 68 des footballeurs, ça résulte également d'un double, voire triple contexte, c'est que l'équipe de France à ce moment-là est morose, a des résultats sportifs extrêmement moroses, et c'est également une bataille judiciaire, plus que tout. C'est également pour reconnaître le droit du footballeur à être un individu comme un plombier, comme un avocat. Le footballeur à ce moment-là n'a pas les droits juridiques inscrits dans la Constitution. Et toutes ces questions-là, elles débouchent finalement sur une réflexion qui est plus profonde sur dans quoi finalement le football s'est inséré dès son départ, dès sa naissance, dès sa genèse. Voilà, c'était simplement ça. Je vous remercie. Je peux répondre du coup vite fait. Oui, juste pour... non mais je suis totalement d'accord avec toi. Sur la naissance du foot, oui, c'est même pas 30 ans après, c'est consubstantiel, c'est ce que je dis. Quand le foot est codifié, c'est codifié, comme je te dis, comme une arme pédagogique pour former le futur patronat industriel. Et effectivement, dès qu'il y a les premières compétitions qui sont organisées, le business est là tout de suite, en fait. Manchester United, le premier patron qui rachète ce club-là, c'est un brasseur qui sent qu'il y a un business derrière. Et quand il y a le championnat anglais qui se met en place, c'est juste... En fait, il commence à se dire, bon, on fait que la Coupe d'Angleterre, ça commence à être un marché assez juteux. Effectivement, faire un championnat à plusieurs équipes, ce serait encore plus, je le raconte dans le bouquin, les gens se réunissent, au fait, à tous les grands patrons des clubs qui se réunissent autour d'une table et qui se disent comment on peut se faire plus d'argent que cette Coupe d'Angleterre. En fait, on commence un peu à s'ennuyer, on pourrait se faire encore plus d'argent. Mais effectivement, c'est ultra ambivalent. Moi, c'est ce que j'adore dans le football, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement contradictoire et que c'est un grand débat qu'on peut avoir au sein de la gauche. C'est comment lutter au sein de cette industrie-là. Mais oui, effectivement, même la naissance du foot, qu'on pourrait plus qualifier d'ouvrier, il se fait au sein des usines et c'est plutôt quelque chose qui est imposé par le patronat comme un outil de contrôle social. En France, c'est pas rien. C'est quand même Peugeot qui impose la mise en place d'un championnat professionnel, en fait, qui disent bon, en fait, vous êtes marrant à la Fédé, vous faites votre truc, mais nous, c'est beaucoup plus avantageux. C'est à l'époque qu'ils disent nous, en fait, on va faire notre championnat entre grands clubs d'usines parce que ça va nous rapporter beaucoup plus d'argent. Après, sur la résistance, oui, là, c'est une autre histoire populaire, donc j'ai plus insisté sur les pratiques de résistance, mais effectivement, le sens de l'histoire fait que c'est quand même une histoire des dominants. Enfin, l'histoire que je raconte, c'est plutôt l'histoire des dominés, c'est plutôt l'histoire des perdants. Donc c'est plutôt une histoire, on va dire, minoritaire. Mais le discours que j'ai là, c'est plutôt de dire il y a aussi une autre histoire, il y a aussi une histoire de résistance qui est certes minoritaire, mais qui est toujours là en filigrane, et qui de toute façon a toujours été mis sous le tapis, de cette façon totalement volontaire par l'institution sportive. Mais oui, c'est ambivalent. Mais moi, c'est ce que je trouve qui est vraiment intéressant dans le foot. C'est ça, quoi. Quelqu'un d'autre? Bonjour.
Au début de votre intervention, vous avez pu dire que le foot se démocratise beaucoup en Chine et aux États-Unis notamment, dans le contexte d'un État très autoritaire qui est la Chine aujourd'hui, où les institutions sont souvent contrôlées par le régime. Est-ce qu'on voit aussi des formes de lutte dans le football chinois aujourd'hui ? Je pourrais pas te répondre. J'espère, je pense pas honnêtement, vu l'état embryonnaire encore commencé, la structuration du championnat ou de ce que c'est le football comme je sais pas. Ce serait une bonne question, mais honnêtement, je peux pas te dire du tout. Sur le football, le soccer aux États-Unis, c'est intéressant, c'est en Amérique du Nord, un footballeur sur deux est une footballeuse en fait. C'est dû au fait la grande popularité du foot féminin aux États-Unis. C'est dû au fait que justement c'est moins un enjeu de pouvoir par rapport en Europe, que les grands bastions, la masculinité, on va dire, la virilité, etc. C'est plutôt le hockey sur glace ou le football américain, et que les femmes ont réussi beaucoup plus à s'approprier le football. C'est dû aussi que la formation de l'élite sportive aux États-Unis, elle se fait dans les campus universitaires, et que, en lien avec les mouvements féministes aussi, dans les années 70, toutes les femmes débarquent, suite au grand mouvement de lutte, débarquent aux États-Unis. Et comme il y a ce sport-là qui est un peu laissé à l'abandon, elles vont pouvoir se l'approprier, quoi. C'est une autre dynamique, c'est pas une dynamique qui est structurée par le marché comme en Chine, mais qui est plus liée au mouvement féministe, qui est assez intéressant. Ce qui donne les joueuses qu'on voit aujourd'hui, Megan Rapinoe, etc., ça vient pas de. C'est une histoire sociale qui a quand même déjà 30-40 ans. C'est pas anodin que ce soit un grand espace de lutte LGBT, par exemple, ou de représentation LGBT aux États-Unis. Du coup, moi, vous avez parlé des dernières formes de résistance en contexte répressif, mais vous avez parlé du cas de l'Algérie, mais je voudrais juste mentionner qu'en Iran, il y a Serhel Hodayari qui s'est immolée suite à son arrestation dans les tribunes, parce qu'elle s'était déguisée en homme pour pouvoir assister au match, et aujourd'hui, elle est devenue une forme de symbole de résistance pour les droits des femmes en Iran. Vague de fond, je pense. Bon, ce qui se passe dans les pays arabes, je pense que c'est vraiment quelque chose de fascinant entre la révolution de 2011 que je vous racontais en Égypte. En Tunisie, en 2011, il s'est passé exactement la même chose. C'est les ultras de l'M-Kachin de Tunis qui ont été vraiment au front pendant les manifestations. L'Algérie, c'est quelque chose qui a été documenté. Enfin, même dans SoFoot et tout, il y a eu un reportage là-dessus. Effectivement, en Iran aujourd'hui, c'est aussi un grand espace de confrontation. Oui, en tout cas, de lutte ou d'émancipation pour les femmes. En Algérie, j'ai vu ça aussi dans les stades durant le derby d'Alger. J'ai vu des filles qui se déguisaient en garçons pour pouvoir rentrer dans les stades. Il y en a même pour elles, ça s'était pas très bien passé. Mais oui, c'est un grand espace de revendication. C'est un espace de visibilisation en fait. Du coup, là, c'est comme ça s'est fini mal parce qu'elle s'est immolée en prison, quoi. Tu dis quoi, pardon? Elle est morte aujourd'hui, cette supportrice, parce qu'elle est morte brûlée, en fait. Pour sa lutte. J'en ai une moi à te poser. Justement, mais on va continuer sur le sujet des femmes puisque tu souhaitais justement en parler. En France, on n'a pas besoin de se déguiser pour aller voir un match de foot, heureusement. Par contre, comment vois-tu justement l'émancipation des femmes grâce au football? Ouais, en France. Bon, en France, il y a encore. Il y a toujours l'histoire de la fédération. C'est un peu mon obsession de l'histoire des rapports de pouvoir, etc. C'est mon côté un peu comme ça. Mais oui, la fédération, pour moi, française, elle a encore énormément de retard par rapport à ça. C'est que depuis 2011, je pense qu'elle a commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose. Il y a encore un pas énorme sur les 2,2 millions de licenciés. On a 180 000, je crois, licenciés. Exactement. 180, voilà, on a encore un peu augmenté, donc tant mieux. Bon, après, il y a toutes les politiques de valorisation du foot féminin. Il y a encore en 2011, le programme scolaire de la FFF, ça s'appelait le football des princesses, à grand renfort de couleur rose. En 2009, pour promouvoir le football féminin, les footballeuses professionnelles avaient quand même posé nues, avec un truc très ambigu, genre le slogan c'était est-ce que vous croyez que nous devons aller jusque-là pour que vous veniez nous voir au stade. Il y a aussi Adriana Carambeu qui a été choisie comme égérie entre guillemets pour promouvoir le foot féminin, avec aussi des campagnes de pub. Je pourrais plus vous citer, mais qui étaient aussi complètement hallucinantes. Bon, après, la grande question pour moi, c'est aussi la question de l'autonomie dans les clubs, au fait. Il y a très peu de clubs autonomes féminins. Et c'est vrai que les quelques expériences ou retours que j'ai, c'est que, en fait, obligatoirement, quoi.
qui c'est qui va avoir priorité sur les horaires d'entraînement, sur les meilleurs équipements, sur les meilleurs terrains. Ça va être toujours les garçons plutôt que les filles. Mais là, ça joue sur d'autres choses qui sont vraiment sur les questions plus liées au genre. Et je pense, heureusement, c'est en train de changer, quoi. Après, on a aussi encore un modèle, je pense. Alors ça vient aussi jouer sur autre chose, qui est pourquoi, par exemple, l'homosexualité dans le football, c'est encore un délit où c'est extrêmement tabou. Le modèle, en tout cas européen et français aussi, ça véhicule encore un modèle à la papa, quoi, entre guillemets. On a des joueurs très jeunes, qui se marient très jeunes, qui ont des gamins relativement jeunes aussi. La femme de footballeur, on l'entend très peu. Il va y avoir parfois un gros plan sur elle en tribune, et c'est tout. Et quand ils vont voir des prostituées, c'est des hommes, il faut qu'ils se détendent. On est encore comme ça en 2009, cette image-là qui est encore valable dans la représentation du couple, etc. Il y a quelques dizaines d'années, mais qui aujourd'hui est complètement en décalage, quoi. Merci. On va clôturer cette conférence. On va prendre une petite pause. Je vous invite à rejoindre le bar pour proposer des boissons, soft, café, thé. Et nous nous retrouvons d'ici 10 minutes pour la deuxième conférence. Merci.